Les séquences de cet après-midi. Alors, comme vous le voyez, je suis bien entourée d'une jante masculine toujours présente à mes côtés au final, parce que chaque année, depuis le début des JDF, c'est-à-dire 2022, nous avons à cœur d'inviter les OPCO, les opérateurs de compétences, notamment les directions d'appui aux branches, pour éclairer les différentes thématiques qui animent le réseau des IUT, les sujets métiers, les sujets de développement des compétences. Donc merci pour votre fidélité, pour être présent avec nous aujourd'hui avec un challenge. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Mathieu, Clément ou votre homologue et puis Hervé, vous étiez à nos côtés pour diffuser des études. Là, cette année, on présente une étude et on va leur demander de confronter l'étude qui a été présentée ce matin au vu de vos secteurs pour que cette étude, elle vive au plus près des besoins métiers, des besoins de compétences, qu'elles aient une vraie réalité. Donc, vous avez les visuels de nos intervenants. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent dans un premier temps, mais de vous présenter de telle sorte que vous présentiez votre secteur et que cela nous donne les clés de lecture de vos propos et des réactions que vous pouvez partager avec nous face à ce qui a été présenté ce matin. Donc peut-être Clément, à vous de jouer en premier lieu. Donc bonjour à tous, Clément Levasseur, donc je suis responsable de la coordination avec les branches professionnelles d'OPCO2I. Alors je ne vais pas vous assommer de chiffres, vous en avez eu beaucoup ce matin, mais globalement, OPCO2I, on couvre donc 70 000 entreprises à caractère industriel. On met de côté tout ce qui est industrie agroalimentaire qui fait partie d'un autre périmètre. Donc dans ces 70 000 entreprises, on couvre à peu près 3 millions de salariés. Voilà, 800 collaborateurs, on est présent sur tous les territoires. Le côté territoire, c'est important. Justement, j'y reviendrai après, d'avoir cet équilibre entre des positions nationales, mais également, mais ça a été évoqué ce matin, des situations sur des bassins d'emploi qui peuvent être très différentes en fonction des réalités. Donc, si on peut regarder... Ah oui, si on parle par exemple, oui. Avant de passer la parole, si on parle par exemple de type de métier, est-ce que vous pourriez nous donner un environnement concret? Alors justement, sur la slide suivante, normalement, vous avez... Alors oui, c'est petit. Mais en fait, l'industrie, qu'est-ce que c'est? En fait, chez nous, donc l'industrie, c'est 29 branches professionnelles différentes. Et c'est aussi cet équilibre qu'il faut qu'on ait entre justement les branches professionnelles qui ont des réalités complètement différentes. Donc là, vous avez par exemple la branche de la fabrication de l'ameublement, vous avez la branche de la chimie, vous avez la branche des industries électriques et gazières, donc plutôt sur la partie industrie énergétique, on va dire, la branche de la métallurgie qui pèse au-delà de 50% de l'activité de l'industrie au sens large. Et donc toutes ces branches-là vont avoir des réalités différentes. Et quand je dis branches, derrière, on va parler des entreprises. Et ce matin, vous avez parlé du technicien, vous avez parlé... ça a été évoqué, il y a eu des réactions dans la salle où j'ai entendu le métier de technicien n'existe pas. Réellement. Donc moi, ce que je vous ai ressorti aussi là, après on échangera, mais c'est quelques métiers de techniciens qu'on va retrouver justement dans toutes ces branches professionnelles différentes. Alors c'est sur la slide suivante, merci. Alors c'est non exhaustif. J'ai ressorti en fait ces métiers, parce qu'en fait toutes les branches que vous avez eues, que je vous ai citées précédemment, quasiment toutes ont à un moment donné posé la question de savoir, je vais faire une cartographie des métiers que je retrouve dans mes entreprises. Et globalement, j'ai ressorti en fait tous les métiers qui étaient affiliés au métier de technicien. Donc vous avez technicien bureau d'études, technicien qualité, technicien d'ordonnancement, technicien de production. Et même si on peut trouver quand même, on va dire des points communs entre tous ces métiers, globalement, chaque branche va nous dire oui, mais chez moi c'est spécifique. Et au sein des branches, au sein des entreprises, on va dire moi j'ai des spécificités aussi.
Donc là, c'est aussi complexe pour vous, parce que vous arrivez avec des programmes d'enseignement qui peuvent être communs, avec des compétences à acquérir qui peuvent être communes, mais globalement, vous avez des acteurs sur le terrain qui vont vous dire « oui, mais moi, c'est pas pareil chez moi ». Donc sachez que dans les branches, c'est la même présentation que l'on a. Et je vais juste m'arrêter aussi peut-être sur 4 métiers peut-être plus emblématiques. Donc nous, on mène des travaux d'études au niveau de ces branches, avec une approche territoriale, c'est-à-dire que chaque territoire va à un moment donné mesurer l'adéquation en fait des besoins des entreprises sur les territoires avec l'appareil de formation, qu'il soit de formation continue ou initiale, et regarder quels sont les métiers en tension sur les territoires. Alors des fois, ce n'est pas les mêmes. Globalement, ce qui est ressorti des dernières études qu'on a menées, sur les exemples que vous avez sous les yeux, le technicien de maintenance, c'est un métier en tension. Alors là, je ne vous apprends rien, c'est dans l'industrie, c'est quelque chose qui ressort régulièrement. On a du mal à trouver des techniciens de maintenance. Quand on en a, on a du mal à les conserver aussi dans l'entreprise quand ils restent, parce qu'il y a une forte concurrence entre les entreprises sur des territoires. Le technicien qualité, c'est aussi un métier qui est apparu en tension sur des territoires. Je pense par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, fort territoire d'industrie. Le technicien qualité ressort. Le technicien de bureau d'études également, métier en tension. Et en troisième, c'était le technicien d'ordonnancement qui ressort en métier en tension également. Ça ne veut pas dire que les autres, il n'y a pas de problématique. C'est un focus que l'on a sur les différents travaux qu'on a menés ces dernières années. Alors, par rapport à l'étude qui identifie les trois piliers, je vous le remets à l'écran, expertise technique, l'efficience, la conformité, la qualité et le rôle d'interface et de coordination. Est-ce qu'à travers les métiers où là, le mot technicien apparaît même dans l'intitulé des postes, vous y retrouvez quelle est votre réaction par rapport à... Alors, oui, par rapport au rôle que vous avez cité ce matin, oui, exactement. On y est complètement. On y est complètement sur... alors, je vais peut-être citer en particulier, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était le rôle d'interface et de coordination. Où souvent, alors ça dépend des métiers que je viens de vous citer précédemment, mais le technicien, il va ressortir comme étant un rôle d'interface entre, par exemple, la R&D et la production. C'est lui qui va être en charge, justement, de bien s'assurer que les process qui sont mis en place en haut, par exemple, en R&D, peuvent bien être appliqués d'un point de vue production et inversement. Donc ça, c'est un point essentiel. Et c'est peut-être le point commun qu'on peut avoir justement entre plusieurs entreprises. L'expertise technique, oui, mais justement sur l'expertise technique, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on va vous dire, mais moi c'est spécifique à mon entreprise, donc je veux avoir quelque chose qui soit quasiment du sur-mesure, même si on sait que ce n'est pas forcément possible. La conformité, la qualité, vous voyez, le technicien de qualité, typiquement, métier en tension, c'est son rôle aujourd'hui de vérifier que les process sont bien établis. Et ça me fait écho aussi à ce qui s'est dit ce matin sur les compétences, les soft skills, qui sont essentielles. Parce qu'en fait, par exemple, le technicien qualité, il va devoir aller sensibiliser les équipes de production à la mise en place des process de qualité, pourquoi on les fait, pourquoi il faut bien les faire, pourquoi il faut les faire à la lettre. Et quelque part, s'il n'a pas ces compétences d'interaction avec d'autres collègues, de pédagogie, j'ai envie de dire limite, il ne peut pas remplir ses fonctions. Donc là, sur ce schéma-là, globalement, avec tout ce qui ressort de toutes les fiches métiers qui sont faites dans quasiment toutes les branches, on s'y retrouve parfaitement. Merci Clément. Hervé, le pendant côté, je laisse présenter le secteur. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Hervé Dagan, je suis le responsable du pôle études de l'OPCO Constructis, donc l'OPCO de la construction. Donc Constructis, c'est 3 branches professionnelles, donc bâtiment, travaux publics et négoce des matériaux de construction. Donc globalement, le bâtiment, les travaux publics sont assez bien identifiés par le grand public. Les TP peut-être un peu moins que le bâtiment, donc les travaux publics c'est peut-être un peu plus large que les travaux de voirie, donc on voit les entreprises de travaux publics sur les routes, sur la voirie, mais on voit peut-être moins tout ce qui relève des réseaux, notamment donc eau, électricité, gaz, fibre optique, qui a été un grand chantier de ces dernières années, qui a été piloté, mis en œuvre par des entreprises de travaux publics. Et puis ce sont aussi les travaux aéroportuaires, portuaires, les travaux maritimes et fluviaux, donc une grande diversité de métiers.
Et puis le négoce des matériaux de construction, sont les entreprises qui vendent des matériaux principalement aux professionnels, donc les points P, les chaussons matériaux, plateformes du bâtiment, etc. Donc c'est une branche, un secteur qui représente 1,5 million de salariés, qui est donc environ 1,2 million dans le bâtiment, 350 000 dans les travaux publics, puis environ 80 000 dans la branche du négoce des matériaux de construction. Donc un secteur, on va dire, un peu en difficulté depuis 1 an ou 2, alors surtout dans le bâtiment, avec une activité qui ralentit un peu, principalement avec la construction neuve. Les travaux publics se portent bien, mais ils dépendent beaucoup de la commande publique. Donc voilà, l'horizon peut parfois être un peu inquiétant pour certains des professionnels. Toujours est-il que, alors, malgré ce ralentissement conjoncturel, il y a toujours des gros besoins de recrutement. Et donc, juste pour vous donner quelques chiffres, vous qui êtes des professionnels de la formation initiale, donc c'est dans les secteurs de la construction 90 000 apprentis qui rentrent chaque année dans nos entreprises et environ à peu près 40 000 jeunes sortis de voie scolaire, formation initiale par voie scolaire, qui rentrent dans les entreprises du secteur, dont la moitié environ, c'est une estimation, mais c'est à peu près ce que nous dit le CEREC, la moitié d'entre eux n'ont pas de formation initiale dans le secteur de la construction. Donc voilà, un secteur qui est fortement intégrateur, même si l'activité ralentit, il y a des besoins de renouvellement, il y a des besoins de recrutement qui sont toujours très forts, et puis un secteur qui intègre pas uniquement des gens qui ont été formés à nos métiers, et puis pour des carrières généralement longues, en tout cas voilà, lorsque les gens trouvent ce qu'ils souhaitent dans les métiers de la construction, sont généralement des carrières qui sont assez longues et qui vont jusqu'au bout. Alors après, on a réfléchi, notamment avec l'équipe d'Union nationale des présidents d'IUT, sur ce sujet des techniciens. Alors c'est vrai qu'à la différence de mon collègue qui représente l'industrie, le métier de technicien est moins utilisé, c'est un vocable qui est moins utilisé dans les secteurs de la construction. On le retrouve parfois, il y a des techniciens de maintenance, des techniciens qui installent des chaudières, des pompes à chaleur, il y a des techniciens d'études aussi dans les métiers d'études, mais le terme technicien est un peu moins fréquent. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des débouchés nombreux pour les jeunes qui sortent d'IUT, simplement les métiers vont s'appeler un peu différemment. Donc en fait, il y a, on va dire, deux débouchés principaux et un troisième qui est un peu plus transverse. Le premier, c'est tous les métiers des fonctions études. Donc c'est toutes les fonctions de conception des chantiers. Donc les techniciens dans les bureaux d'études, dans les plus grosses entreprises, ou ça peut être des gens qui sont, même s'il n'y a pas un bureau d'études dédié, les gens qui font donc les études de prix, les maîtrais, toute la proposition avant d'installer le chantier, que ce soit en bâtiment, en travaux publics. Donc là, c'est, je pense, un des débouchés principaux dans lequel on va retrouver vos jeunes titulaires de BUT. Et puis un autre pan qui est celui de l'encadrement de chantier. Donc là, on va retrouver les coordinateurs de chantier, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux. Donc parfois, d'une entreprise à l'autre, en fonction de la taille de l'entreprise, les noms peuvent un peu varier. Alors, en termes lorsqu'on parle d'encadrement de chantier, par définition, ce sont des fonctions de management, d'encadrement. Donc, ce sont des fonctions auxquelles on aboutit généralement après une certaine expérience. Le chef de chantier, généralement dans notre secteur, c'est un expert de son métier, un professionnel qui a travaillé pendant 10 ans, 15 ans sur les chantiers, puis qui, du fait de son expérience, de ses capacités, de ses compétences, devient chef de chantier. Alors on en trouve quand même un certain nombre de jeunes qui sont sortis d'IUT, puis qui vont sur ces fonctions-là. On retrouve un peu plus souvent des conducteurs de travaux, qui est une fonction sur laquelle il y a un peu plus de recrutement à la sortie de l'école, voilà, parmi les fonctions d'encadrement de chantier, un peu plus que le chef de chantier, qui est lui généralement plutôt issu de la promotion interne. Voilà, donc les conducteurs de travaux, ça peut être soit sortie école d'ingénieur, soit pourquoi pas IUT, voire BTS, qui est aussi une voie d'accès assez fréquente. Et puis peut-être une troisième fonction, mais qui est un peu transverse, on la met généralement d'ailleurs dans la partie encadrement de chantier, sont les chargés d'affaires. Donc eux, ils sont plutôt là pour faire de la relation commerciale, aller voir les clients, démarcher les clients, et puis ensuite faire toute l'étude, le chiffrage, mais ils vont aussi jusqu'au suivi du chantier jusqu'au bout. Donc voilà, on est sur une fonction commerciale, plutôt transverse, mais qui est plutôt rattachée habituellement à l'encadrement de chantier. Et par contre, après, en termes de constat, alors oui, c'est une fonction qui est très, très majoritairement masculine. Je crois qu'on fait peut-être certainement encore mieux ou pire plutôt que dans l'industrie ou dans d'autres secteurs. Parce que plus on s'approche du chantier, moins il y a de femmes. C'est-à-dire que même dans les fonctions d'encadrement de chantier, on est sur des pourcentages très faibles de femmes. Et par contre, si on est sur des fonctions d'encadrement ou d'études
plutôt, j'ai envie de dire, en bureau pour aller vite. Là, par contre, on a un pourcentage de femmes qui est un peu plus élevé. Voilà un peu pour le panorama. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir bien défini ce qu'on mettait derrière le mot technicien, donc un professionnel qui maîtrise une ou plusieurs techniques, puisqu'on voit qu'il ne faut pas se limiter au vocable, que la résonance métier et l'appellation métier peut être diverse. Alors, comment ça se passe côté secteur d'OPCO Atlas ? Alors, juste un petit rappel sur effectivement ce qu'est l'OPCO Atlas et le périmètre de l'OPCO. Alors, à la différence de mes camarades, on va plutôt être sur un périmètre serviciel, puisque du côté de l'OPCO Atlas, on couvre plusieurs secteurs des services à valeur ajoutée, l'assurance, la banque, l'expertise comptable, également les bureaux d'études qui intègrent le numérique, l'ingénierie, la partie conseil. Donc, c'est un peu plus de 200 000 entreprises pour 2 millions de salariés. Et côté OPCO, on accompagne à peu près 100 000 alternants et près de 200 000 salariés en formation continue. Ce qui nous caractérise, c'est également des profils au sein de nos entreprises qui sont des profils très qualifiés. On a 55% de cadres au sein de l'OPCO. On a une forte concentration aussi de l'emploi en Île-de-France. Et puis, on va retrouver, alors, dans ce qu'on peut assimiler comme des métiers techniciens chez nous, évidemment différents métiers. Dans le numérique, on va retrouver plusieurs types de développeurs, qui est aujourd'hui le premier métier recherché sur l'ensemble du périmètre de l'OPCO. On va trouver plusieurs fonctions autour des conseillers clientèle, que ce soit dans la banque ou l'assurance, puis des fonctions de collaborateurs comptables et annexes côté expertise comptable. Ce qui, en réaction peut-être du coup à l'étude et puis les champs d'intervention, la perception qu'on en a nous aujourd'hui, enfin que j'en ai moi en tout cas, c'est qu'aujourd'hui sur les techniciens, à l'entrée dans nos entreprises, je pense que les points d'attendus sont sur les deux éléments évoqués moi à ma gauche, c'est-à-dire l'expertise technique, l'efficience, la conformité et la qualité. Donc, ce sont vraiment les éléments à l'entrée, c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui nos entreprises viennent chercher des techniciens, notamment auprès des IUT. La troisième dominante, pour moi, est la dominante qui va peut-être faire la différence dans les évolutions professionnelles, dans les parcours professionnels, et notamment la capacité justement à dépasser ce rôle technique pour les individus et jouer ce rôle d'interface et de coordination, et qui va permettre progressivement peut-être de tendre vers des nouvelles fonctions, et possiblement notamment sur les fonctions du coup d'encadrement. Merci Mathieu. Je vous propose d'entamer un deuxième volet de questions, mais plutôt autour là, du regard prospectif. Il a été évoqué 3 scénarios, les scénarios avec une polarité donc, sur la profondeur technique, pluridisciplinaire versus spécialisation, les scénarios des évolutions de rôle avec la dimension humaine ou technique, et puis ensuite le volet... le technicien, acteur de progrès, facilitateur de transition, maître de l'application de l'IA et l'apprenant permanent. Au regard des enjeux de vos secteurs, je vous propose peut-être de rappeler vers quel scénario le cœur balance, où les initiatives se déclenchent au regard des échanges que vous avez avec vos branches. Peut-être Mathieu, vous pouvez oui, alors continuer. Je préfère une réponse de Gascon, mais il n'y a pas un scénario, c'est un mélange des trois qui se distingue aujourd'hui. Et par rapport à ce que j'évoquais, je pense qu'il y a une situation à l'entrée. Et comme je le disais, je pense qu'on vient vraiment chercher aujourd'hui des techniciens pour leur expertise en sortie d'école. Et aujourd'hui, je pense que c'est important que cette spécialisation, elle soit présente à l'entrée. Alors c'est presque un mal français qu'on voit sur d'autres catégories socio-professionnelles. On a livré il n'y a pas longtemps une étude sur les ingénieurs. On a la même problématique. Est-ce qu'on attend d'un ingénieur ce qu'il soit extrêmement spécialisé, qu'il soit en capacité de couvrir une grande diversité de tâches? Et en fait, la réponse, elle est surtout liée à la façon dont l'entreprise aujourd'hui accompagne et définit son besoin. Et je pense que l'enjeu, en tout cas pour nos entreprises, c'est aussi de les accompagner à bien caractériser leurs besoins pour pouvoir aller chercher du coup la ressource et l'expertise dont ils ont besoin. Et nous, ce qu'on constate dans certains secteurs, notamment par exemple dans le cas de l'ingénierie, c'est que des fois les entreprises n'ont pas forcément une idée claire, mais
quand elles n'ont pas une idée claire, du coup, elles vont vouloir chercher le plus haut niveau de qualification et du coup, elles vont peut-être aller chercher du coup un niveau Bac+5, là où, dans leur accompagnement et leurs besoins opérationnels, finalement, c'est plutôt un technicien qui répondra aux besoins. Donc nous, on a vraiment cet enjeu-là et je pense que ce qui est important, donc, c'est déjà cette maîtrise technique approfondie de la spécialisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le disais, dans les perspectives d'évolution, c'est vraiment le fait d'aller peut-être sur des dimensions plus humaines. Mais ça, c'est pour moi plutôt un apprentissage tout au long finalement de l'évolution professionnelle et comme je le disais, qui doit pouvoir permettre de tendre vers une évolution des fonctions, notamment sur de l'encadrement humain. Et puis tout ça, ça nécessite le troisième scénario qui est en particulier dans certains de nos secteurs, je pense au numérique, sur lequel la notion d'apprentissage permanent est nécessaire. D'ailleurs, je voulais signaler l'initiative qui a été lancée là, au mois de mai par la branche des bureaux d'études, qui vient de lancer une plateforme qui s'appelle Savoir d'avenir, et en fait qui met à disposition de tous les salariés du numérique, de l'ingénierie, du conseil, l'événement, des micro-formations accessibles librement avec des parcours en ligne d'à peu près 40 minutes et qui permettent l'obtention du coup d'un open badge. On en parlait tout à l'heure dans les témoignages mis en œuvre par les IUT. Et là aussi, je pense que c'est un facteur, mais plus d'évolution professionnelle, qui est indispensable aujourd'hui pour pouvoir avancer et évoluer et tendre vers des nouvelles fonctions au sein des entreprises. Donc, une cohérence sur les trois piliers qui caractérisent le métier de technicien, des scénarios qui sont cohérents avec ce que vous vivez ? Oui, les scénarios sont complètement cohérents. Avec nous, sur les enjeux qui nous concernent, on a un enjeu fort sur la question du management de projet, qui est très présent, sur lequel on a des attendus, sur lequel on forme beaucoup aussi en formation continue, et notamment pour les nouveaux collaborateurs. Là-dessus, on a des enjeux très présents. Et puis je ne l'ai pas évoqué, mais je crois aussi fortement au rôle des techniciens pour intégrer et diffuser effectivement les approches technologiques, notamment par rapport à l'IA, c'est cité, mais je pense aujourd'hui que le technicien est bien positionné pour démontrer finalement la plus-value qu'on peut avoir sur l'usage de ces outils, tout du moins en tout cas dans nos positionnements dans nos secteurs qui sont sur des secteurs, je le disais, plutôt serviciels, grandement impactés par la transition numérique et sur lesquels on est en train de mesurer tous les effets de l'IA dite générative qui changent considérablement la façon d'appréhender les tâches. Merci. Côté de la construction et du travaux publics. Oui, alors nous, on se reconnaît bien dans les enseignements de cette étude. Et moi, ce que j'ai entendu ce matin faisait tout à fait écho à beaucoup d'études qu'on réalise, notamment dans le cadre des observatoires des métiers de nos branches professionnelles, à côté BTP et négoce des matériaux de construction. Alors en effet, ça va faire écho à ce que vient de dire Mathieu. La base, en effet, c'est la maîtrise de la compétence technique. Alors évidemment, dans nos métiers comme les autres, ce qu'on a demandé aux techniciens, même si, voilà, comme je disais tout à l'heure, le métier ne s'appelle pas nécessairement comme ça, c'est c'est ce que vend prioritairement l'entreprise, c'est une compétence technique. Donc si je suis électricien, c'est évidemment la maîtrise du sujet, si je fais du gros œuvre, si je suis dans les travaux publics. Donc ça, c'est vraiment la compétence clé, la compétence de base. Et oui, le technicien, c'est avant tout quelqu'un qui maîtrise un savoir-faire de manière experte dans son domaine. Sauf qu'en effet, la compétence technique ne suffit pas, elle ne suffit plus, et il y a de plus en plus de compétences qui s'ajoutent à ça. Ce qui m'a particulièrement frappé dans votre étude, c'est cette notion, le technicien est le garant de la norme et de la règle. Alors nous, dans le BTP, dans la construction en général, on a de nombreuses normes qui sont de plus en plus exigeantes, même s'il y a des allers-retours, un peu des phénomènes d'avancée et de recul sur un certain nombre de normes environnementales. Mais il y a par exemple la réglementation environnementale qu'on appelle la RE 2020, qui s'applique à toutes les constructions neuves, qui est extrêmement exigeante, qui va se mettre en œuvre par étapes, mais avec des nécessités de suivi, de calcul, de reporting aussi sur toutes ces exigences. Il y a des nouvelles réglementations sur le sujet du recyclage des déchets, notamment ce qu'on appelle la REP PMCB. Donc c'est le principe qui a été mis en place pour les équipements électroménagers qui s'applique maintenant aux déchets issus de la déconstruction des bâtiments, qui se mettent en place aussi difficilement, mais sauf que les professionnels doivent s'y associer. Il y a un sujet qui est crucial et qui est aussi le rôle surtout des encadrants de chantier et donc de ces techniciens, qui est particulièrement important dans nos métiers, c'est celui de la sécurité sur les chantiers.
Et l'encadrant de chantier porte cette responsabilité-là. Et souvent, ça peut représenter 10% de son temps de travail sur le chantier, parce que sur, j'allais dire des grands chantiers, mais les règles sont les mêmes sur les tout petits chantiers. L'application des règles, vérifier que les salariés portent bien les bons équipements, qui respectent toutes les règles, c'est un point central et qui repose beaucoup sur ce professionnel. Et puis après, vous parliez de pluridisciplinarité. Alors ça, on le voit clairement. On a pas mal travaillé notamment sur le sujet de la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique. Et ce que nous disaient la plupart des professionnels, c'est qu'ils disaient, alors la première chose qu'on vend aux clients, c'est évidemment le fait qu'on va installer des équipements, faire de l'isolation, poser des cloisons, etc. Mais d'autres compétences sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire qu'il faut vendre différemment les choses. Et c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a des enjeux. Il faut expliquer les matériaux qu'on va utiliser, les équipements, expliquer au client à quelle aide il peut avoir, quelle aide financière il peut mobiliser par exemple. Donc tout devient un peu plus complexe et nécessite donc des compétences commerciales. Et cette notion de service au client qui est peut-être historiquement moins présente dans la construction que dans d'autres secteurs d'activité comme le commerce par exemple, est de plus en plus mise en avant. Et puis il y a l'enjeu alors évidemment le management, c'est l'encadrant de chantier, c'est le cœur de son travail d'encadrer. Alors je l'ai entendu ce matin, on l'entend tout le temps dans toutes nos études, les nouvelles générations, elles n'ont pas les mêmes codes, c'est compliqué, c'est ce que nous disent les encadrants. Et puis il y a la notion aussi de communication avec l'environnement du chantier, avec les riverains. Il y a une acceptation des chantiers qui n'est plus la même aujourd'hui. Et une obligation aussi pour ces professionnels-là d'aller présenter les choses aux riverains, de gérer parfois aussi des recours, une sorte de judiciarisation aussi qui est beaucoup plus forte. Et tout ça repose un peu sur les épaules de ces catégories de professionnels. Des scénarios qui parlent. Côté industrie ? Alors, globalement, il parle. Moi, de mon côté, si je peux en retenir peut-être deux particulièrement, mais ça ne veut pas dire bien évidemment que les autres sont à jeter non plus, le facilitateur de transition. Et notamment, on a mené des travaux qui étaient liés à l'impact de la transition écologique sur les compétences. Aujourd'hui, les entreprises vont avoir des contraintes assez fortes en termes de gestion des gaz à effet de serre, par exemple, gestion des affluents. Enfin, toutes les productions peuvent générer des produits qui ont des impacts sur l'environnement. Et globalement, cette étude a montré que, en fait, on était parti sur l'étude en se disant, globalement, on va regarder quels sont les métiers qui vont disparaître à cause justement de cet impact de la transition écologique, et voir quels sont ceux qui vont se créer. Et une des conclusions principales, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément énormément de création de métiers ou de disparition de métiers, mais il va y avoir une disparition des compétences et une création de nouvelles compétences qui sont potentiellement sur les mêmes métiers. Donc le technicien, justement, il va avoir un rôle à jouer sur comment il accompagne les équipes, toujours dans ce rôle de coordinateur que je ciblais précédemment, pour intégrer ces transitions, ces changements justement liés à la transition écologique. Donc ce point-là est ressorti, ça a été très impactant. Volontairement, je ne parle pas de l'IA, parce que donc déjà l'IA, globalement, elle existe dans l'industrie, on nous a dit depuis 1950, voire même avant. Donc là, effectivement, là, c'est ce que tu disais, l'IA générative, c'est ça aujourd'hui le sujet. Il y a des travaux actuellement qui sont en cours, et notamment dans la branche de la métallurgie, sur mesurer vraiment les impacts de l'IA générative notamment sur les compétences. Donc à ce stade-là, on attend les résultats plus poussés. Et donc le deuxième que je voulais citer, c'était justement l'apprenant. Et je ne vais pas me mettre d'un point de vue entreprise, mais je vais me mettre d'un point de vue des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, ce qu'on nous dit, ce que beaucoup d'entreprises nous disent, il ne faut pas faire de généralité, bien sûr, ça dépend des secteurs, ça dépend des territoires, mais il y a d'énormes difficultés de recrutement. Et essayer de comprendre pourquoi, entre guillemets, ça attire moins les jeunes aujourd'hui de venir dans l'industrie. Et ça vaut pour le métier du technicien, mais pour plein d'autres métiers.
Et on a fait une étude sur un panel représentatif avec un institut, je ne vais pas le citer, mais qui est une des caractéristiques, parce qu'on nous a dit oui, c'est la rémunération. Alors la rémunération, oui, bien sûr, mais ce n'est pas le point principal des jeunes, justement, au niveau de leurs attentes. Et un des trois principaux points, c'était justement je veux une entreprise dans laquelle je vais être en capacité d'apprendre en permanence. Et là, vous voyez, typiquement dans le regard prospectif qui est ressorti, ça match, mais ça match plutôt sur les attentes des jeunes pour entrer dans ces entreprises-là. Donc derrière les entreprises, vu qu'elles ont des besoins de recrutement, la boucle est bouclée. Donc moi, c'était sur ces deux-là que, effectivement, le regard s'est plus porté ce matin. Qu'est-ce que vous aimeriez creuser dans le prolongement de cette étude et qui soit utile à votre secteur? Est-ce qu'il y a un fil conducteur que vous aimeriez dérouler? Alors, le premier qui est inspiré par cette phrase, cette question. Allez, je prends le point pour laisser reposer mes camarades. Moi, il y a deux choses. Il y en a une qui a été évoquée par Clément. Alors, c'est vrai que c'est sous-jacent avec le facilitateur de transition, mais cette question de la transition écologique, elle est importante et je pense que effectivement le technicien a toute sa place pour pouvoir l'accélérer au sein des organisations. Sur le sujet, on va créer du coup une certification acteur de la transition écologique là, dans les prochaines semaines sur le périmètre de l'ingénierie. Je pense que c'est un facteur du coup à creuser, aussi regarder si c'est une aspiration des jeunes qui sont en formation dans vos IUT. Et puis moi il y a quelque chose qui me questionne et sur lequel j'aimerais avoir un approfondissement, c'est l'appétence des jeunes techniciens formés à aller à moyen terme sur de l'encadrement humain, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup. On a quelques signaux avec des enquêtes qui sont menées sur plutôt un rejet a priori des plus jeunes sur aller sur des fonctions d'encadrement. Et donc ça, c'est vraiment un point d'interrogation parce qu'on sait qu'en termes de perspective d'évolution professionnelle, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit c'est développer son expertise sectorielle technique un cran encore au-dessus, soit c'est aller se tourner vers des logiques de management humain. Mais pour autant, on voit qu'il y a plutôt des a priori aujourd'hui qui existent, mais j'aimerais bien du coup les faire confirmer et voir si c'est une aspiration ou non des jeunes techniciens sortant d'IUT. Merci Mathieu. Hervé ? Alors oui, pour les suites, donc ça ne va pas être très original, mais pour nous, en effet, il y a deux angles principaux. Donc c'est le sujet de la transition écologique, puis je vais revenir aussi sur celui de l'IA, parce qu'évidemment, on y travaille aussi dans la construction. Sur le sujet de la transition écologique, c'est peut-être vrai d'ailleurs dans d'autres secteurs, mais il y avait une étude, je crois, du CEREC qui avait montré que la transformation écologique dans les entreprises du bâtiment, je crois que c'était surtout axé sur le bâtiment, vient prioritairement justement de ces publics d'encadrants, les encadrants de chantier. C'est par ces professionnels-là que, quelque part, après, la culture cette culture de la transition va infuser dans le reste des entreprises. Et il y a sur le secteur de la construction des enjeux énormes, parce qu'on a un secteur extrêmement émetteur de gaz à effet de serre, qui aussi, les logements, de par leur fonctionnement, consomment beaucoup d'énergie, émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc il y a quand même des grands progrès qui ont été réalisés globalement depuis une vingtaine d'années, mais qui ont tendance un peu à marquer le pas en ce moment. Et donc il y a le Haut Conseil du climat qui a fait un bilan, je crois qui est sorti hier, sur l'avancement de la stratégie de décarbonation du pays. Et sur le bâtiment, ils disent, voilà, là, on se rend compte que là où on était sur une tendance très, très positive depuis quelques années, avec beaucoup d'isolation, des installations de pompes à chaleur en très grand nombre, aussi des réglementations sur la construction neuve qui sont très vertueuses, très, très, très poussées aujourd'hui. Donc globalement, le secteur a fait un bond. Mais voilà, il faut maintenant passer à la deuxième étape, ne pas s'endormir sur nos lauriers. Et donc voilà, là je pense qu'on est dans une période où si on veut continuer à faire progresser la performance énergétique des constructions,
Améliorer aussi la performance des infrastructures de travaux publics, parce qu'il y a aussi des enjeux très forts autour de ça. Développer le véhicule électrique, développer l'électrification des usages, des modes de chauffage, etc. Il faut qu'on aille là encore un cran plus loin. Et je pense que ça viendra aussi par ces nouvelles générations de jeunes techniciens. Et l'autre enjeu, donc, c'est celui de l'IA. Donc, on a une étude en cours également, un peu comme mes collègues, sur les usages de l'IA dans les secteurs du BTP. Là, c'est une étude de l'Observatoire des métiers du BTP, donc, qui est en cours. Mais ce qu'on peut voir quand même dans un premier temps, c'est que globalement, il y a un nombre encore restreint, si on regarde vraiment les usages à l'heure actuelle, de manière très concrète dans les entreprises, il y a des usages qui sont encore assez restreints et qui se concentrent quasi exclusivement sur des outils d'IA générative grand public qu'on utilise à peu près tous aujourd'hui. Plutôt pour des tâches administratives, pour répondre à des appels d'offres, pour gagner du temps sur des rédactions et des choses comme ça. Les usages de l'IA vraiment sur chantier avec des applications concrètes sur chantier reste très rare, plutôt à un niveau expérimental. Du coup, c'est assez dur de les étudier parce que c'est dans des fonctions R&D de certains grands groupes, mais qui ne nous laissent pas forcément rentrer comme ça pour nous expliquer ce dans quoi ils sont en train d'investir. Et du coup, aujourd'hui, il est encore assez difficile de mesurer réellement quel va être l'impact concret, par exemple pour les encadrants de chantier ou pour des fonctions études dans la construction de ces outils. A priori, pour ce qui est de la conception des projets, ça nous semble assez évident que les outils d'IA vont rentrer, ça existe déjà pour faire des dessins 3D, d'utiliser l'IA par exemple pour faire des plans. Après, sur chantier, il y a des choses qui existent, par exemple, pour des outils d'IA qui peuvent permettre de voir les malfaçons, de voir les risques, par exemple. Pour la sécurité sur les chantiers, il y a aussi des choses qui sont expérimentées. Mais certainement des évolutions à moyen terme, mais aujourd'hui, il est assez difficile de présager de quelles seront les mises en œuvre concrètes et l'impact concret sur les compétences de nos professionnels. Côté industrie. Alors, je vais pas forcément aller sur l'entrée des suites à donner à l'étude, mais plutôt vous inciter à consulter, parce que des études comme celle-ci, notamment, en fait, il y en a beaucoup. Après, c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de matières qui existent, notamment par exemple pour le compte des branches professionnelles au sein de l'industrie qui publient effectivement un certain nombre de travaux. Il faudrait faire le lien entre ce qui est dit dans cette étude, et d'ailleurs on le voit naturellement, ça peut se faire, hein. On a vu qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se coordonnaient, qui sont en synergie, tout à fait, avec effectivement tous les travaux qui sont publiés aujourd'hui dans les branches de l'industrie. Vous avez, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez l'habitude de faire ou de consulter. Le site de l'Observatoire de la métallurgie, par exemple, publie énormément de données sur les métiers, sur les passerelles qui peuvent être réalisées quand je suis technicien de maintenance, vers quel type de métier je peux accéder. C'est justement créer le maximum de passerelles. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est il faut qu'on soit plus ensemble, parce que globalement, si on fait tous une étude dans notre coin, l'impact est beaucoup plus limité. Et comment est-ce qu'on arrive à créer justement ces synergies en se disant, moi j'ai 3 études ou 3 référentiels métiers, un pour la branche du textile, un pour la branche de la chimie, un pour la branche de la plasturgie, et de ce fait aussi, par exemple, l'étude qui a été citée ce matin, comment est-ce que je peux faire ces parallèles et ces ponts pour évidemment avoir plus de mutualisation, d'homogénéisation sur les résultats. Et typiquement, par exemple, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, comment est-ce que nous, on s'en sert pour faire tous ces liens ? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une forte transversalité. C'est compliqué parce que forcément, tout le monde veut parler de sa propre réalité. Mais la transversalité, on doit réussir à la retrouver justement sur des instances communes. Aujourd'hui, typiquement, cet endroit, ce lieu, fait partie effectivement des lieux sur lesquels on peut travailler en commun. Donc, je ne vais pas avoir un regard particulièrement précis sur quelles sont les attentes aujourd'hui des entreprises par rapport à l'étude qui a été publiée ce matin, mais elles sont déjà exprimées à travers tout un tas d'autres études qui existent. Allez voir, il y a de la matière
je vous donnerai les liens éventuellement aussi. Il faut qu'on arrive à faire plus de ponts. Voilà, c'est ma réflexion par rapport à ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'à votre avis, les dispositifs de formation laissent place, embrasser tous ces sujets pour accompagner le développement des compétences des techniciens? Je continue, non? Allez, vas-y. Oui, l'apprentissage. On a parlé de l'apprentissage ce matin. Effectivement, depuis la réforme de l'apprentissage de 2018, alors qui s'est vraiment concrétisée en 2020, hein, il y a eu une forte explosion de l'apprentissage. Alors vous avez cité des chiffres tout à l'heure. Nous, au niveau de l'industrie, c'est plus 35% du nombre d'apprentis entre 2019 et on va dire 2023. En 2024 et aujourd'hui, on commence à voir il y a une forme de tassement. Alors, est-ce que le tassement, il y a plusieurs raisons, hein. Est-ce que c'est un plafond de verre des entreprises qui disent j'ai plus la capacité d'accueillir plus d'apprentis que je ne l'ai, ou est-ce qu'il y a des raisons qui sont liées au financement? Aujourd'hui, on voit que les financements se restreignent, il n'y a pas d'aide. Alors certainement, c'est une somme d'un certain nombre de facteurs, mais aujourd'hui, le support apprentissage, il est là, il est présent, et on voit qu'il y a des entreprises qui ont recours. Et justement, pour les compétences techniques sur lesquelles c'est compliqué, il me faut une spécialité dans mon entreprise, le fait de faire venir l'apprenti, de pouvoir le former aussi au sein de l'entreprise, et qu'il revienne dans les centres de formation, les CFA, les IUT derrière, pour acquérir des compétences un peu plus transverses, ça match. Les entreprises, on voit qu'elles prennent des apprentis. Alors, je me suis amusé à regarder au sein d'Opco2i, donc de toute l'industrie, et je vais peut-être me tourner vers vous pour vous poser la question, le diplôme qui était le plus mobilisé, le BUT qui était le plus mobilisé par les entreprises de l'industrie. Est-ce que vous avez une idée en 2023, parce que les chiffres ne sont pas forcément très récents? Non. Alors GMP, pardon, si. Oui, mais j'ai pas les acronymes. Oui, c'est le BUT Génie mécanique et productique. C'est celui sur lequel on a plus de mobilisation. Bon, bravo. Mais globalement, ça représente que 0,8% des flux des nouveaux apprentis. Donc, il est dans les 15 premières certifications. C'est le premier BUT, mais ça reste quand même quelque chose d'assez confidentiel en termes de volume, hein. Donc ça représente à peu près 700 apprentis sur une année de nouveaux apprentis. Donc le support, il est là, mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Et les branches de l'industrie, alors je vais juste parler pour elles deux secondes sur le côté partenaires sociaux. Elles ont vraiment à cœur à soutenir justement les diplômes cœur d'activité, cœur de métier et les premiers niveaux de certification aujourd'hui. Notre réaction côté Hervé peut-être? Oui, alors nous, pareil, dans la construction, il y a une tradition de l'apprentissage qui est très forte depuis très longtemps. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est 90 000 nouveaux apprentis qui entrent dans nos entreprises chaque année. Après, je sais que sur les diplômes, l'évolution des diplômes, il y a tout un travail qui est mené avec nos branches professionnelles, avec les représentants de nos branches, sur les évolutions des diplômes, des titres professionnels. Donc, je pense, je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, de l'offre de formation, enfin de la nature des diplômes en formation initiale, mais je sais qu'il y a quand même un important travail qui est fait pour mettre à jour régulièrement les titres, les diplômes, et les faire évoluer. Donc je ne pense pas, en tout cas j'entends pas de la part dans nos enquêtes auprès des entreprises qu'il y aurait a priori des trous dans la raquette en termes de contenu des formations. Après, par contre, ça a été évoqué ce matin, le sujet par rapport aux jeunes qui entrent sur le marché du travail, il va se poser plutôt en termes de savoir-être, de compétences relationnelles, etc., de choses comme ça, de volonté aussi de rester dans le secteur de la construction, qui est quand même un secteur exigeant. Après, sur la formation continue, je dirais que s'il y a peut-être une difficulté, c'est pas tellement dans l'offre de formation elle-même, mais c'est plutôt dans l'accès des professionnels du secteur à la formation continue. Parce que alors déjà, il peut y avoir pas forcément toujours une appétence très grande à retourner en formation pour nos professionnels. Et puis, il y a aussi une particularité, c'est qu'une large partie, alors nous on le voit en tant qu'OPCO, une large partie de ce qu'on finance dans le cadre du plan de développement des compétences est mobilisée par des formations dites obligatoires ou en tout cas les formations réglementaires en santé-sécurité qui sont extrêmement importantes.
Le problème, c'est que ça occupe du coup une partie des fonds, une partie non négligeable des fonds, et surtout une partie du temps que les professionnels peuvent consacrer à la formation continue. Et du coup, on essaye de trouver des solutions, mais il n'y a pas de solution miracle, pour essayer d'encourager plutôt le recours à des formations métiers, des formations plus techniques, des formations sur le secteur énergie-environnement. Donc, un bon coup de main nous a été donné là-dessus par des fonds de l'État, qui étaient notamment le FNE, le Fonds national pour l'emploi, qui était vraiment un effet levier très très fort pendant plusieurs années pour emmener un grand nombre de stagiaires sur des formations liées à la rénovation énergétique, par exemple, au sujet du bilan carbone, de l'éco-conduite, enfin plein de choses comme ça qui sont quand même importantes pour faire évoluer les pratiques. Mais le fait est qu'on est plutôt dans un ralentissement, d'une diminution assez forte, par exemple, de ce type de financement aujourd'hui. Donc il faut trouver d'autres solutions. Mais voilà, si je devais pointer là un axe d'amélioration, c'est de pouvoir continuer à encourager nos professionnels à aller sur des formations, toujours inculquer cette culture de la formation tout au long de la vie, qui n'est pas un réflexe forcément naturel pour nos professionnels. Mathieu, pour compléter. Alors, est-ce que les dispositifs permettent de former du coup les techniciens ? Pour répondre à la question, il faut circonscrire du coup les sujets. Effectivement, les enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est la formation des jeunes et la professionnalisation des jeunes. Donc oui, l'apprentissage a été une vraie réussite et à tous les niveaux. Pour les premiers niveaux de qualification et également dans le supérieur. Et nous, côté Atlas, on défend l'apprentissage dans le supérieur. On croit aux valeurs que ça véhicule et aux bénéfices. Là aussi, si on veut regarder dans les chiffres, alors je n'ai pas le chiffre pour les IUT, mais on a regardé dans les écoles d'ingénieurs, on a 15% des élèves d'écoles d'ingénieurs dont le parent principal est ouvrier ou employé. Quand on regarde dans les élèves d'écoles d'ingénieurs qui sont en alternance, on passe à 30%. Aujourd'hui, l'alternance, l'apprentissage en particulier, est un vrai véhicule de mixité sociale et l'apprentissage est nécessaire. En plus, c'est le véhicule du coup un rapprochement entre le monde professionnel et le monde de la formation et les jeunes. Donc aujourd'hui, on a le bon véhicule, mais il faut le défendre. Deuxième enjeu, ça va être l'adaptation des compétences pour les salariés en poste. Là, sur le sujet, ça a été dit par Hervé, on a une baisse de moyens. C'est-à-dire que la réforme de 2018 a diminué les plans de développement des compétences disponibles pour les salariés, et d'ailleurs les salariés des entreprises de moins de 50. Et aujourd'hui, il y a moins de moyens. Ça a été compensé partiellement pendant un temps avec le FNE Formation, qui n'est plus là. Donc aujourd'hui, il y a moins de moyens. Donc ça nous invite à réfléchir la façon d'accompagner cette adaptation des compétences. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, nous, côté bureau d'études, on expérimente donc des plateformes qui permettent de massifier la sensibilisation sur des nouveaux sujets, la micro-formation. Mais aujourd'hui, c'est une vraie question, la question des moyens, des enjeux sur l'adaptation des compétences. Troisième enjeu, j'en resterai là, c'est la question de la reconversion ou les transitions professionnelles. Et là, c'est un vrai enjeu, plus pour nous et pour vous, pour pouvoir indiquer à des jeunes qui sortent d'IUT, de dire, mais poursuivre sur un niveau Bac plus 5, c'est pas un automatisme, c'est plutôt les enjeux qu'on a chez nous. Nous, on a beaucoup de Bac plus 5 et aujourd'hui, la plupart des jeunes qu'on finance l'alternance plutôt sur des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3, aujourd'hui, il y a un automatisme à vouloir continuer sur un Bac plus 5 et il faudrait vraiment pouvoir rassurer sur la possibilité de dire peut-être rentrer dans le monde professionnel, travailler et avoir cette possibilité de pouvoir aller compléter ultérieurement sa formation. Mais pour ça, il faut avoir des dispositifs qui le permettent. Et là, du coup, je renvoie à des négociations interprofessionnelles qui viennent de se terminer et dont on attend que les conclusions soient reprises par l'État sur le sujet pour avoir un vrai dispositif de transition, de reconversion professionnelle qui soit facilement mobilisable pour tout le monde, ce que n'a pas été la PROA et les Transco qui ont été, en tout cas sur notre périmètre, un échec en volume et qui n'ont pas trouvé leur cible. Et ça va être important pour les individus d'avoir ces dispositifs-là et de savoir qu'on peut acquérir du coup à des niveaux de qualification supérieurs dans le temps, tout au long de la vie, comme l'a dit Hervé. Merci beaucoup. L'heure est à la conclusion. La conclusion que j'aimerais déclencher là, c'est quel message avez-vous envie de lancer qui soit utile aux IUT et pour votre secteur ?
Moi, ce que j'entends, c'est quand même qu'on attend de la formation professionnelle quand même un lien de transmission pour acquérir des compétences à la fois techniques, à la fois comportementales, mais aussi une formation continue qui soit comme un adaptogène, c'est-à-dire qui aide à résister et à faire face à toutes ces mutations en cours et qui impactent le métier de technicien. Voilà, donc je vous laisse le mot de la fin pour inspirer le réseau des IUT en lien avec vos thématiques de secteur. Alors, le mot de la fin, si j'en avais qu'un, ça serait continuons à nous revoir de manière régulière et fréquente, comme c'est le cas aujourd'hui à travers ces rencontres. On a un mal, et ça a été dit là par Clément, effectivement, c'est qu'on est tous pris par nos urgences, par nos préoccupations qui sont celles de nos secteurs, de nos enjeux d'organisation, mais on n'arrivera pas à résoudre les défis qui sont devant nous si on travaille de manière silotée et isolée. Et je voudrais saluer du coup ce type d'initiative. On a vraiment plaisir à revenir chaque année parce que on vient confronter notre regard, mais qui est parcellaire, à votre vision du coup acteur de la formation, mais aussi à la vision d'autres secteurs. Et c'est des temps qui sont importants. Comme l'a dit Clément, c'est important à ce qu'on réfléchisse ensemble et qu'on travaille ensemble du coup sur les solutions d'avenir. Merci beaucoup. Un message conclusif de la part d'Hervé ? Oui, en conclusion, je ne peux que vous encourager évidemment auprès de vos étudiants à leur rappeler qu'il y a des besoins en recrutement, des parcours, des carrières qui sont vraiment, je pense, passionnants à faire dans le secteur de la construction. Je crois qu'il y a à peu près 3000 jeunes qui sortent chaque année sur vos filières génie climatique, génie civil, et les besoins en recrutement restent très importants, même si j'ai parlé un peu d'un ralentissement de la conjoncture tout à l'heure. Il y aura toujours besoin de construire, il y a des enjeux énormes sur la construction en termes de transition écologique, sur les travaux publics aussi, construire les infrastructures de demain, il y a des projets ferroviaires, il faut faire aussi d'une construction qui soit plus sobre, si je puis dire. Tourner vers l'avenir, qui va moins consommer d'espace naturel, certainement moins, avec des matériaux qui doivent être beaucoup plus sobres et respectueux de l'environnement. Donc je pense que pour un jeune qui veut aller vers ces carrières-là, ça semble quand même un objectif assez passionnant. Et n'hésitez pas à vous tourner vers les professionnels dans vos régions respectives. Le secteur du bâtiment, des travaux publics, mais sans oublier les négoces aussi, qui sont un secteur important, ont des représentants. C'est un secteur, alors surtout le BTP, mais qui est très bien structuré au niveau régional. Donc vous trouverez des professionnels pour vous rencontrer. Je sais que c'est déjà le cas. Nombreux d'entre eux sont déjà dans vos conseils d'administration, mais pour venir dans vos journées de présentation des métiers, venir présenter... représenter la filière et du coup donner le goût aux jeunes de rejoindre nos métiers. Alors avant les questions, Clément. En fait, en conclusion, très, très rapidement, du coup, ça tient sur une baseline, c'est la promotion de l'attractivité des métiers. Et l'opération qui nous a été présentée juste avant rentre bien dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut vraiment faire changer l'image que les jeunes ont de l'industrie. Il y a encore beaucoup de freins, bien sûr. On parle de vie privée, vie perso. C'est un des critères qui effectivement, leur est très cher. Mais il y a encore beaucoup trop d'images de l'industrie germinale, on va dire. C'est pas du tout ça, et effectivement ce type d'opération-là vraiment concourt à changer l'image que les jeunes vont avoir de l'industrie. Et je vais dire exactement comme toi, il faut aussi prendre le contact avec les représentants des branches. Tout à l'heure j'ai vu chimie, j'ai vu plasturgie, il me semble, métallurgie, pour justement créer ces partenariats aussi locaux, parler sur les territoires. Je pense qu'ils sont tout à fait ouverts à ça. Merci beaucoup. Place à la salle pour les questions. Allez. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les universités et partant de tous les IUT, mais les situations financières sont aléatoirement réjouissante, on va dire. Et donc, mon président d'université, par exemple, fait clairement passer le message
qu'on a besoin de ressources propres via l'apprentissage et via la formation continue. Donc là, si les leviers en faveur de la formation continue commencent à baisser, voilà, c'est pas très optimiste pour nous. Mais est-ce que les OPCO quand même peuvent jouer un rôle pour favoriser le retour, déjà peut-être aider à construire des formations, de la formation continue, et éventuellement favoriser la publicité de certaines de nos niches ou de certaines de nos propositions. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour d'autres facs ou si vous êtes tous Royal au bar, mais moi, ce n'est pas le cas. Voilà. Et par ailleurs, je voulais aussi, peut-être par rapport aux travaux publics, et ça rejoint ce que disait Madame ce matin sur le changement de l'attitude des jeunes face au travail, qui ne veulent plus quitter leur domicile ou s'éloigner de chez eux pour plein de raisons, parfois financières. Le ferroviaire, on lance une formation en ferroviaire, on a des contrats d'apprentissage à leur proposer, mais les jeunes ne postulent pas, soit par manque d'information, soit aussi parce qu'il faut travailler de nuit. Alors, c'est moche de travailler la nuit. Et là, changer la mentalité à ce niveau, tout seul, on n'arrive pas à le faire. Donc, quel peut être, grosso modo, l'appui des OPCO sur ces sujets ? Parce que j'imagine que ce qui marche pour le travaux public, ça marche pour l'industrie et ça marche aussi pour... Voilà. Je vais évoquer un financement qu'on met en œuvre au sein d'OPCO 2I qui s'appelle le soutien aux investissements des CFA. Donc c'est un soutien en fait les CFA déposent en fait des dossiers sur une période de l'année. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la procédure, mais sur lequel ils peuvent se faire financer effectivement des achats de chaînes de production pour former les jeunes, un logiciel particulier, voilà. Enfin, ça va des achats immobiliers ou même aux achats mobiliers. Donc ça c'est un premier point, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Maintenant, alors là, je reviens aussi, et je vais dans le sens de ce que disait Mathieu, globalement, aujourd'hui et demain, les fonds, il faut être clair, ne sont pas extensibles, et c'est même plutôt l'inverse. Là, vous voyez, depuis le 1er juillet, on demande maintenant à toutes les entreprises qui prennent des apprentis sur des niveaux Bac plus 3 et plus, de payer un complément de 750 €. Voilà, globalement, ça c'est pas des signaux qui vont être amenés à continuer le développement de l'alternance. Et là, je vous parle de l'alternance, mais la formation continue, c'est quasiment encore pire, mais c'est une situation qui est plus ancienne depuis la réforme, où on a recréé effectivement via le FNE un petit peu de conditions pour qu'on puisse continuer à prendre en charge des actions de formation des salariés. Mais d'un point de vue financement, globalement, le robinet est tari ou presque. Donc, je ne suis pas très positif en disant ça. Mais il faut peut-être réfléchir à d'autres façons de procéder. Là, il y a les entreprises qui commencent à se tourner sur former en interne. Mais former en interne, c'est une compétence. Il y a peut-être un sujet de savoir accompagner les entreprises à former en interne. Voilà, donc c'est des sujets aujourd'hui sur lesquels la question se pose. Donc il y a des programmes effectivement encore qui existent. L'alternance globalement, même s'il y a un coup de frein, est toujours présent. Et le principe de base aussi, c'est que pour des raisons de financement, on ne dira jamais non à prendre en charge un contrat d'alternance. Ça, c'est vraiment le point d'entrée de base. Donc voilà, moi je dirais alternance, programme de soutien pour les acteurs des filières, formation professionnelle continue, c'est aujourd'hui beaucoup plus complexe, oui, clairement. Peut-être juste en complément, c'est vrai que la situation du plan de développement des compétences est assez critique. Moi, je vous invite quand même à vous tourner vers les acteurs de branches. Certaines branches ont aussi des contributions dites conventionnelles, donc qui rajoutent des fonds supplémentaires et sur lesquels ils mènent une politique active. Et ça peut être intéressant, voire important, de se rapprocher de certaines branches qui ont ces contributions. Elles peuvent aussi parrainer ou orienter du coup certaines formations. Donc ça peut être un point intéressant. En deux mots, mais oui, je distinguerai du coup l'alternance qui a été dit par Clément avec du coup les financements,
le soutien à l'investissement avec des appels à projets, les co-constructions qui peuvent exister avec les branches sur des certifications, c'est aussi possible. Voire des partenariats. Alors, je n'ai pas de mon côté d'historique de partenariat avec des IUT, mais la porte n'est pas fermée. Et puis après, sur la question de la formation continue, on est soumis au Code de la commande publique et du coup, il y a aussi une neutralité sur la promotion des formations. Donc, c'est notre cas, mais je crois que c'est le cas aussi de 2i et de Constructis. Donc, on a un catalogue de formations dit clé en main, dans lequel on passe des marchés qui sont publics. Donc, je vous invite à les regarder et à voir si du coup les formations qui sont proposées rentrent dans votre champ d'expertise pour pouvoir vous positionner, parce que c'est une façon de drainer les financements, les orienter, de faire valoir votre expertise en la matière. Et puis éventuellement aussi des positionnements sur des certifications compétences de type RS que les branches mettent en œuvre et sur lesquelles elles flèchent aussi leurs fonds et pour lesquelles elles cherchent souvent des organismes de formation habilités. Donc ça peut être aussi une piste. Ça fait un trait d'union avec notre prochaine table ronde qui fera un zoom sur le développement des compétences et la formation.